L'actualité de la tech, c'est aussi l'actualité de la cybersécurité. Vous le savez, tous les mois, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Grunenwald. Bonjour Benoît. Bonjour messieurs. Merci Bonjour d'être Benoît. avec nous, expert en cybersécurité chez EZ, qui est un expert, en fait, une marque experte dans ce domaine-là, avec des logiciels, etc., des conseils dans ce domaine. Jérôme, depuis quelques jours, Internet tremble à cause de Log4Shell. Et on va faire un point sur cette attaque. Exactement. Cette faille, Log4, c'est 4, et Shell. Log4Shell, Log4j. Benoît, de quoi s'agit-il exactement ? En fait, il s'agit d'une vulnérabilité dans une bibliothèque. Donc pour comprendre ce que c'est qu'une bibliothèque, quand on a un site internet ou une application mobile, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'applications reposent sur des sites, eh bien on a un serveur. Et ce serveur web, généralement c'est Apache, souvent Apache, eh bien, quand on va lui demander « montre-moi cette page », il va préparer la page et il va utiliser différents composants, donc des bibliothèques, et notamment Log4j, qui lui permet d'avoir une journalisation, de savoir ce qui s'est passé. Et il se trouve que dans cette bibliothèque, il y a une vulnérabilité qui permet à un attaquant à distance, sans aucun droit d'administration, d'envoyer un petit message à cette bibliothèque qui elle-même ensuite interroge un site internet, et dans ce site internet, l'attaquant a mis un code malicieux. Et sans aucune autre mesure, le serveur non infecté va demander le bout de code de manière complètement arbitraire à ce site internet malveillant, et celui-ci va s'exécuter sur la machine, donc sur le serveur web. Benoît, juste une question. Pourquoi toute la sphère de la cybersécurité tremble actuellement avec cette faille ? C'est si dangereux que ça, en fait, ce qui est en train de se passer ? Alors, d'une part, c'est extrêmement dangereux parce que ça permet de faire ce que l'on appelle donc le RCE, Remote Code Execution, et ceci quasiment sans aucune complexité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous jouez la faille, eh bien, vous êtes quasiment à coup sûr capable d'exécuter le code malveillant, la plupart du temps, que vous allez lui envoyer. Et il se trouve que cela touche à la fois Apache, donc un des serveurs web les plus répandus dans le monde, mais également Java, qui est une technologie qui permet de déployer, de créer des applications qui est extrêmement répandue. Mais est-ce qu'on sait si cette faille a déjà été exploitée ? Alors, cette faille... Il y a l'aspect théorique et il y a l'aspect pratique. Alors malheureusement, effectivement, il y a des fois où les failles sont proof of concept, on les découvre, mais elles ne sont pas forcément utilisables. Et là, la faille a été massivement exploitée. Parce que le problème, c'est qu'on n'est pas uniquement obligé d'avoir le serveur disponible sur Internet. Si celui-ci est même dans d'autres endroits, à partir du moment où vous envoyez le code et qu'il traverse le log 4j, eh bien, la faille est exécutée. Et comme il y a énormément d'entreprises qui utilisent à la fois Apache et ce module complémentaire, eh bien, il y a énormément d'impact sur des applications diverses et variées, comme on a vu VMware, on a vu Apple qui a été touché, Amazon Web Services, Google Cloud. L'écosystème entier, parfois sur certains secteurs, pas sur tout, mais est impacté. En gros, c'est un peu comme, si on peut faire une analogie avec un séisme, dont la conséquence de ce séisme sera un tsunami, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, on vit le séisme, mais après, on aura le tsunami, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec d'innombrables attaques. C'est-à-dire des sites catastrophiques, vérolés, des ransomware, des choses comme ça, en fait, et un flot de problèmes de cybersécurité. Oui, complètement, parce que l'attaque concerne donc des serveurs. Donc l'utilisateur en tant que tel, lui, ne peut rien faire, parce que tout est dans les mains de ceux qui possèdent les serveurs. Par contre, ceux qui possèdent les serveurs vont se retrouver face à une problématique qui est que si l'attaquant rentre, il peut tout à fait mettre un bout de code et rester silencieux sur le serveur, sans rien faire pendant un certain temps, et ensuite exécuter soit de la fuite de données. Donc ça, c'est une des plus grosses problématiques, parce qu'une application qui gère, par exemple, un réseau social, eh bien, on pourrait exfiltrer les informations de cette application. Oui. Le risque pour l'utilisateur final qui se connecte au site, c'est quoi finalement ? Alors, le risque en tant que tel, il est uniquement sur le serveur et la fuite de données et ou l'impact sur le serveur. D'accord. C'est pas ça qui permet d'installer un logiciel malveillant sur l'ordinateur d'un internaute qui passe par là. Alors, on pourrait imaginer par rebond, entre guillemets, que l'installation du code malveillant sur le serveur en question elle-même ensuite installe quelque chose sur le terminal de l'utilisateur, mais la probabilité est assez faible
Mais pour le de prime particulier, pour toi et toi, Bruno, aussi, le problème, c'est que c'est un peu le coup de billard à 3 bandes. C'est que, étant donné que certaines personnalités malveillantes pompent les sites, ben, ils vont se retrouver avec toutes nos données personnelles. C'est ça, en fait, le problème. Pour l'utilisateur particuliers. final, pour le particulier, c'est le premier problème. Effectivement, si le pirate décide d'installer un code malveillant et de l'injecter sur le terminal de l'utilisateur, là, on est encore face à un autre problème. Alors, est-ce qu'on peut colmater cette brèche ? Alors, toutes les équipes qui ont repéré ou qui sont en cours, parce que parfois on a l'utilisation d'un logiciel, mais ce n'est pas forcément directement nous qui avons intégré le log 4G. Donc toutes les équipes sont en train de rechercher s'ils sont vulnérables ou pas. Il existe différents moyens pour colmater la brèche, et notamment le CERT français, donc l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, a publié un article assez long qui détaille quels sont les moyens pour se protéger. Et il y a notamment la mise en place de différents protocoles, à la fois avant que l'utilisateur, l'attaquant ne puisse rentrer, mais également une fois qu'on est rentré, de vérifier qu'il n'y a pas d'activité malicieuse. Et le premier conseil, on le donne régulièrement, c'est mettre à jour. Côté utilisateur et côté serveur. Alors, aussi. Côté serveur, mettre à jour, c'est vraiment la règle de base. J'imagine, toi qui est au cœur de tout cela, tu dois voir un petit peu le stress de tous les DSI qui actuellement doivent vivre des moments incroyables. Non. DSI, développeurs, RSSI, les personnes dans le réseau également, parce que comme c'est une trame qui rentre et ensuite qui ressort, eh bien, il faut rajouter des contrôles à tous les niveaux pour s'assurer que à la fois ce qui rentre est propre et sain, mais également ce qui sort ne va pas vers des serveurs malveillants. Donc il y a notamment des listes de serveurs vers lesquels il faut éviter que son serveur aille discuter. Benoît, cette faille, elle doit être ancienne. Pourquoi est-ce qu'on la découvre qu'aujourd'hui ? Alors, cette faille est assez récente. Elle a été a priori, elle a été découverte comme Minecraft, et il y a 2 versions, dont une version en Java. Elle aurait été découverte par des développeurs sur Minecraft, et elle a été reportée, donc elle a été publiquement annoncée par un développeur de la firme de sécurité cloud d'Alibaba. Et donc, il l'a annoncé à Apache fin novembre. Et ensuite, mais alors tout ça, c'était confidentiel, sous le sceau de la confidentialité à l'époque. Hein, exactement, ce qu'on appelle le responsible disclosure. Pour que Apache puisse colmater la faille très vite. Exactement. Et une fois que cela a été fait, ça a été rendu public pour que tous ceux qui utilisent cette bibliothèque puissent mettre à jour. Sauf que, on peut imaginer que des personnes en parallèle, les cybercriminels tombent sur la faille aussi et tentent de l'exploiter. Et à ton avis, est-ce qu'on peut s'attendre au pire avec ce qui s'est passé ces derniers jours ? Comment tu sens le futur ? Je ne veux pas faire de scénario catastrophe, notamment parce que les grands acteurs ont très très bien réagi et très rapidement. On voit donc justement, on les citait, Amazon, Apple, il y a eu vraiment une prise de conscience immédiate de cette faille. Et le problème sera certainement sur tous ceux qui sont à la traîne, notamment soit parce que vous ne savez pas que vous l'utilisez, donc vous avez une application et puis vous avez pris un bout de code, vous avez pris différents éléments qui ne sont pas maîtrisés par vous et vous les avez intégrés et vous ne savez pas qu'il y a log 4J dedans. Et puis tous ceux qui n'ont pas conscience de la problématique et de la cybersécurité, donc des petits ou des moyens éditeurs de logiciels qui, eux, vont se retrouver à la traîne et impacter, peut-être pas tout de suite, mais dans le futur. Tout ça tombe à un très mauvais moment, hein, Benoît, parce que déjà on a vécu une année 2021 catastrophique en termes de ransomware, etc. Voilà, l'année 2022 s'annonce compliquée, non ? Oui, le planning des DSI et RSSI, juste à l'approche des fêtes, est complètement chamboulé et on sent qu'il y a une effervescence que l'on a rarement vue dans la cybersécurité.